comprendre les enjeux économiques. L'économie en décryptage. L'analyse qui fait la une. L'économe, l'essentiel de l'économie en Eneco. Madame, Monsieur, très ravi de vous retrouver. Bien le bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce nouveau numéro de l'Économe, l'émission qui décortique pour vous l'actualité de toute une semaine. Aujourd'hui, nous parlerons loi de finances, ce projet de loi de finances rectificative 2023. Que va-t-il apporter de nouveau? À quoi faut-il s'attendre? Le ministre du secteur, Aziz Faïd, avait présenté ce projet rectificatif 2023 de la loi de finances à la PN. Et puis, l'avant-projet de loi de finances pour 2024 a été examiné aussi lors de la réunion du gouvernement de cette semaine. Autre sujet que je vais aborder aussi avec mes invités, un événement repris par la presse algérienne et la presse tunisienne. Il s'agit de la 22e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne. 26 accords de coopération ont été signés à l'issue de cette session. Les conditions d'investissement seront-elles garanties afin d'assurer la réussite de projets dans les différents secteurs de coopération? Et pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'économe Abdelmalek Serraï, expert international en économie et en développement. Bien le bonsoir à vous, Abdelmalek Serraï. Salam alaikum. Salam. Tariq Hafid, journaliste. Bien le bonsoir à vous, Tariq Hafid. Bonsoir. Et Jelloul Salama, expert aussi en stratégie économique. Bien le bonsoir à vous, Jelloul Salama. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Messieurs, bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je le disais, c'est un projet donc, qui a fait couler beaucoup d'encre. Le ministre des Finances, Aziz Faïd, a présenté cette semaine ce projet à la PN, enfin à l'Assemblée populaire nationale, le projet de loi de finances rectificative de 2023. C'est vrai qu'on dit plus complémentaire, mais rectificative. Abdelmalek Serraï, peut-être brièvement, que prévoit ce projet de loi de finances, encore une fois, rectificatif? Oui, globalement, moi j'ai principalement 4 remarques ou 4 points de regard parce que ça concerne quand même une plateforme très importante. Moi, je regarde d'abord le problème de fonctionnement. On voit que le budget de fonctionnement va encore augmenter. Ouais. Alors que normalement, dans la modernisation d'une économie nationale, même si on recrute parmi l'excellence, les cadres supérieurs pour la gestion, on ne va pas trop loin dans les dépenses. Or, on enregistre l'équivalent de 26% d'augmentation, ce qui est énorme de mon point de vue. C'est que bien que pour les prochaines années, on prévoit un peu beaucoup moins que ça, à 3,5%, et ça veut dire on va aller vers une stabilité à partir de 2024-2025. Néanmoins, l'Algérie consomme beaucoup en termes de gestion de son administration. L'administration algérienne dévore le budget sans pour autant donner le résultat escompté par rapport à la norme internationale que je connais. Et j'ai l'honneur et le plaisir de connaître à travers toutes mes missions à l'international. Donc il est temps de corriger le tir, il est temps d'appeler aux compétences et il est temps d'alléger cette bureaucratie qui va en même temps alléger cette dépense. L'autre chose qui m'inquiète souvent, c'est le problème des équipements. Un pays qui se développe doit faire appel à beaucoup d'équipements de haute technologie. Coûte cher, certes, mais on en a besoin. Et quand on voit que même s'il y a une augmentation de l'ordre de 2,7%, c'est très peu pour un pays aussi grand. Ouais. Je me souviens, un des Wali me disait que Maouilaya, en termes d'équipement, représente un peu l'équivalent d'un pays, du pays du Sahel. Ouais. Ça ne suffit pas, une vision comme ça. Ouais. Mais on a besoin des équipements, on a besoin d'un investissement régulier en termes d'enrichissement de notre force de travail à travers les équipements sophistiqués, comme on le voit au Japon, on le voit en Chine, on le voit
dans certains pays très développés, les Alors, États-Unis, peut-être, l'Angleterre. avant de parler des Oui. besoins, parlant des nouveautés, qu'est-ce que va apporter ce projet, enfin ce projet de loi de finances rectificative? On va faire un petit tour de table, d'accord? Hafid, Tarek Hafid, votre lecture concernant ce projet? Écoutez, moi, pour être, c'est-à-dire, je suis quand même assez étonné qu'une loi rectificative intervienne 2 mois avant la fin de l'année, Ouais. c'est-à-dire avant la fin de l'exercice, et que, c'est-à-dire, le- le- ce qu'on connaissait habituellement avant donc l'amendement de la LOLF, de la loi organique sur les lois consacrées aux lois de finances, c'était des lois de finances complémentaires Oui, qui généralement intervenaient vers le mois de juin, juillet, et qui passaient essentiellement sous forme de d'ordonnance présidentielle pendant l'intercession. Là, maintenant, on est dans une loi rectificative, donc c'est un mécanisme qui a été introduit dans la LOLF de 2018, qui permet au gouvernement, donc à l'exécutif, d'apporter des rectificatifs, comme c'est indiqué dans oui. l'intitulé de cette loi. Mais ces rectificatifs, normalement, doivent être identifiés déjà au début de l'exercice et puis aller vers, disons, à peu près en milieu d'année pour les apporter, pour les inclure. Là, maintenant, on va rectifier en fait des éléments qui ont déjà été euh, consommés et confirmés. Je pense qu'il serait bien, c'est-à-dire que l'idéal, ça serait que, effectivement, s'il y a rectification, que ça se fasse Justement, dans les ce délais. projet-là a été présenté à l'Assemblée populaire nationale cette semaine. Donc, il y aura peut-être des propositions en attendant que ça passe au Sénat. Sidjeloul Salama, votre commentaire concernant ce projet? Vous le lisez dans mes yeux, moi je suis inquiet. Moi je suis inquiet, je l'écris sur toutes mes pages et tout. Pour moi, rectification ou réajustement, j'aurais préféré le terme réajustement, que rectification, ça veut dire qu'on fait des erreurs. Réajustement, ça veut dire qu'il y a des événements nouveaux, imprévus, irrésistibles, qu'il va falloir tenir en compte et qui ont changé un peu la donne comptable nationale, enfin de la comptabilité nationale. Je ne sais pas si on est d'accord ou pas. Mais dans l'ensemble, moi je suis inquiet. Je suis inquiet comment? Parce que je vois que le texte rectificatif ou réajustement, on va dire, j'ai vu qu'on a encore aggravé le déficit public. Je suis très inquiet. Nous sommes un pays qui ramasse grosso modo, parlons dollars, comme ça c'est des monnaies fixes, on sait de quoi ça pèse. On ramasse grosso modo 65 milliards de dollars et on fonctionne à 106. Ça veut dire 73% déficit structurel. Alors, normalement, on peut utiliser des déficits quand on a de gros projets, une grande vision, et qu'on va step by step, on absorbe le déficit sur 3, 4, 5 ans, et on corrige la balance des paiements, et on continue. Mais on aura gagné sur les revenus, on aura gagné sur les salaires, on aura gagné sur beaucoup de choses. Nous, on n'est pas en train de gagner sur ces points-là. Vous êtes inquiet, mais moi je vous invite à voir cet article du soir, les députés qui saluent les dispositions de ce projet de loi de finances, et ce projet justement qui comprend des dispositions visant à prendre en charge les dépenses ordinaires supplémentaires induites par les mesures prises par les autorités publiques pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, donc renforcer aussi la sécurité alimentaire qui est un sujet très, très essentiel aussi, et le programme d'investissement public dans certaines wilayas. Alors, je vous laisse peut-être commenter cet article. On en parlera au détail avec des chiffres. Donc, d'accord, très bien. Donc, je me tourne vers vous, Abdelmalek Serraï. Moi, je reviens à ce problème de revision, rectification, etc. Moi, je disais d'ailleurs tout à l'heure à mes amis, si au niveau du ministère des Finances, il y avait suffisamment de consultations, même élargies, préalables, avant même d'aller à l'Assemblée et au Sénat, avant l'écriture finale de cette loi des finances, on n'aurait pas eu la nécessité de chaque année d'aller vers juin, juillet, surtout juin, reviser la loi des finances. Nonobstant la fluctuation du cours du pétrole et du gaz, mais le fait qu'on chaque année on choisit une fourchette sur laquelle on se base, normalement, on n'aurait pas eu la nécessité
d'arriver à une révision de la loi des finances chaque année. Parce que si les députés reçoivent un bon texte qui vient du ministère des Finances, parce que celui-ci a élargi ses compétences et sa consultation, si les députés travaillent convenablement aussi sur la base de compétences dans la finance, dans la fiscalité notamment, ce n'était pas nécessaire chaque année d'aller vers une révision ou une rectification de la loi des finances. Ceci dit, il y a un problème qui va se poser, c'est l'inflation. Parce que la décision politique, certes, elle est bonne par rapport à la population pauvre, pour aider donc les jeunes et les moins jeunes, les moins démunis, pour les aider. Mais attention, l'inflation risque d'arriver en force. Hein. Même si on a fermé, en quelque sorte, une partie de cette inflation à partir de l'importation, mais le fait qu'on décide comme ça de budget énorme sur le plan d'aide sociale, l'inflation risque d'arriver. Et quand je lis les taux d'inflation escomptés par la loi des finances, moi je dis tout simplement c'est faux. Attention, c'est faux. Je l'ai même dit au ministre il y a quelques jours, il y a 4-5 jours. J'ai dit c'est faux. Attention, ce n'est pas le taux que vous êtes en train de donner. Le taux de l'inflation sera malheureusement beaucoup plus élevé. Autre chose, si on n'arrive pas à augmenter le taux de croissance au-delà des 4,2 ou 4,6%, si on n'arrive pas au moins en 2025, 2026 à 6%, le chômage va rester pérenne. Il faudrait qu'on fasse le maximum pour qu'on puisse augmenter le taux de croissance économique. Mais cela, on ne peut pas l'obtenir, sauf si on va carrément, on accentue cette clarification des textes, simplification des textes, et surtout qu'on attaque, on force la bureaucratie pour laisser les gens travailler, parce que c'est l'apport des opérateurs économiques, notamment privés, et aussi l'étranger. Il n'y a pas d'IDE en Algérie, il n'y en a pas. Quand un pays aussi vaste, aussi grand, qui a des capacités naturelles extraordinaires, qui ne récolte qu'autour d'1 milliard de dollars par an, c'est très grave. Alors que le moindre pays, à gauche ou à droite, il récolte 20-25 milliards de dollars, même plus. Donc il faudrait se poser la question, pourquoi on n'a pas ces IDE? Pourquoi la croissance n'arrive pas à 6%? Pourquoi on n'arrive pas à réduire le chômage? Parce qu'il y a une bureaucratie terrible qui bloque tout le monde. Et nous le crions depuis toujours. Ce qui est important, c'est que les gens sont conscients, mais on n'arrive pas à se défaire. Il y a un problème culturel qui se pose chez nous. Il faut rétablir l'ordre et laisser les gens travailler. Abdelmalek Serraï, je laisse réagir Tarek Hafez et Djiloul Salama, et puis on parlera de cette logique de modernisation qu'apporte peut-être ce projet de loi de finances rectificative. Tarek Hafez, peut-être pour rebondir sur les propos d'Abdelmalek Serraï. Non, mais je rejoins totalement. Alors sur tous les sujets, sur le poids de la bureaucratie, sur la problématique de l'investissement, sur absolument tout. Une loi de finances, moi je préfère, si c'est possible, c'est vrai que la loi de finances, non pas complémentaire, mais cette loi de finances rectificative. Et non pas complémentaire. Il faut qu'on s'y habitue. Oui. Rectificative est importante, mais bon, je pense que maintenant, ça y est, maintenant il faut passer à ce que va contenir la loi de finances 2024. C'est ça le plus important. Justement. C'est ça le plus important. Une loi de finances, surtout en Algérie, c'est un grand moment de vérité. Ça a toujours été perçu comme ça. C'est-à-dire que pendant des mois, il y a des fonctionnaires dans tous les ministères qui sont là pour faire des propositions et tout est concentré à un certain moment au niveau du ministère des Finances. Le ministère des Finances, ensuite, élabore cette loi. Il y a un jeu d'équilibre qui est très, très important que nous ne voyons pas. Très difficile à réussir. Et difficile à réussir et que nous, même en tant que journalistes, nous ne voyons pas parce qu'on commence à voir bien sûr, c'est les un travail effets, énorme qui se fait en amont de la rédaction. Les grandes tendances de la loi de finances apparaissent au moment à l'époque, il y avait la réunion du gouvernement, puis ensuite ça passait en Conseil des ministres. Vraiment, les grandes tendances apparaissaient en Conseil des ministres et ensuite, lorsque ça passe par le secrétaire général du gouvernement, puis la première grande étape, c'est le bureau de l'APR. Donc les axes, les grands axes. Et c'est là où, quand on a le document entre les mains et qu'on commence à lire, on essaie d'imaginer ce que va être l'Algérie, l'économie de l'Algérie dans quelques mois. C'est-à-dire que ça commence réellement au mois de
habituellement septembre-octobre, jusqu'au mois donc à la fin, jusqu'à la signature par le président. Et là, pourquoi je dis que c'est un grand moment de vérité? Parce que là, on commence à voir les chiffres, on commence à voir les dispositions, les mesures fiscales qui vont être prises, tout ce qui va, les grands budgets pour, par exemple, les budgets d'équipement, les budgets, la relance, on l'aperçoit à travers une loi de finances. Là, maintenant, ensuite, c'est le rôle des députés et ensuite le rôle des sénateurs. Oui. Il y a un moment qui est très, très important, c'est lorsque le ministre des Finances rencontre avant tout les députés. Et le grand débat se déroule à ce moment-là. Là, maintenant, je ne sais pas si durant cette législature, il y a ce type de débat. Est-ce que le ministre des Finances, lorsqu'il se rend dans cette salle de réunion avec les députés membres de cette commission permanente des finances, Oui. est-ce que réellement, il se retrouve face à des responsables, à des députés, à des élus qui vont dire des choses clairement pour faire avancer l'économie? Si Jalloul Salama. Moi, je vais rajouter un petit peu au propos de Dr Serrail pour apporter plus d'éclairage. Moi, je dirais l'État nous coûte de plus en plus cher. L'État coûte cher. Il coûte cher aux citoyens, il coûte cher à l'État lui-même. On est en train de s'écraser sous notre propre poids budgétivore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'État algérien coûte trop cher? Il coûte trop cher parce qu'il intervient trop et partout. Et un peu n'importe comment. Quand on voit l'excès d'interventionnisme étatique dans le commerce extérieur, dans la vie quotidienne des entreprises, dans le fonctionnement même des institutions de l'entreprise, de l'organisme des syndicats, il met la main un peu partout, il ne faut pas s'étonner, ça a un coût. L'interventionnisme coûte. Et là, un coût. Ce coût-là, c'est un frein aussi. Que faut-il faire? Alors là, je n'ai pas voulu parler des conséquences, je parle que du terme financier, du terme comptable. Pourquoi les Algériens... Que faut-il faire? Je vais juste développer mon idée. Pour préserver Pourquoi le les trésor Algériens public. se disent on a de plus en plus de coûts budgétivores, pas budgétivores directement, de plus en plus élevés. Je dis, parce que l'État intervient. Il intervient excessivement. Pire encore, l'interventionnisme appelle l'interventionnisme et donc nous rentrons dans une spirale. Qu'est-ce que je préconise là-dedans? Puisque pour que les gens ne disent pas, bon, on ne fait que critiquer les gens, ce n'est pas le but. On leur apporte un éclairage, on leur apporte une vision 360 degrés par rapport à ce quoi ils sont habitués. Il faut lever les pieds sur les pédales. Il faut maintenant se dire, bon, que faut-il faire pour épargner le trésor public? Il faut adopter une nouvelle approche politique qui dit moins d'État, pas plus d'État. Comment faire moins d'État? Les Allemands et les Européens ont fait les frais de cette expérience dans les années 80 et ils ont commencé comptablement. Ils se disent, ce machin coûte trop cher. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont réduire les coûts. En réduisant les coûts, ils ont adopté une nouvelle philosophie, moins d'État. Pas plus d'État, mais moins d'État. Ce moins d'État, il va nous permettre de dégager des surplus qu'on va mettre, comme est en train de dire mon collègue, dans le budget d'équipement, dans l'éducation, peut-être dans des énergies nouvelles, peut-être dans des sciences, enfin des économies de la science, etc. Donc moi, je suis focalisé sur les chiffres. D'ailleurs, je les ai repris en dollars, en glanant sur la loi complémentaire. Si je voulais les 6 chiffres, vous allez avoir froid au dos, Abdelmalek. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais les lire en dollars. Comme ça, vous allez bien ressentir la froideur. Regardez, la dette interne, 115,5 milliards de dollars, la dette interne. La dette externe, elle frôle le milliard de dollars, 962. Le cumul de recettes de l'État algérien, 65 milliards de dollars, à quelques virgules près. La dépense totale, cumul des dépenses totales de l'État, 106,6 milliards de dollars. Regardez, on ramasse 65 et on dépense 106. Allez, on va encore. Le déficit structurel, donc si vous faites la différence, 47,4 milliards de dollars. Le taux de gestion par déficit structurel, c'est-à-dire je gère la boutique en perdant de l'argent. Combien je perds? Chaque année, combien je perds? 73%. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. Alors peut-être que je vais laisser Je pense que j'ai tout dit là. Oui, je vais laisser Abdelmalek Serrail commenter ces chiffres. Abdelmalek Serrail. Moi, je suis pour la présence de l'État, mais pas dans n'importe quel secteur. Il faut être sélectif. Et des secteurs sensibles, de sécurité, n'est-ce pas? Indispensable. Indispensable. On n'en parle pas.
hors de discussion. Il y a certains secteurs peut-être qui sont assez délicats à gérer. On continue à laisser un peu l'État. Mais le reste, libérer les gens, laisser les gens travailler, réduire les coûts, réduire cette surveillance. Vous recrutez des gens pour stopper d'autres gens qui veulent travailler. Arrêtez cela. Puis quand vous recrutez à ce niveau-là, recrutez dans l'excellence. Essayez de mettre en place des gens de haute qualification pour ne pas arriver à ces blocages dont nous sommes en train de vivre, qui font malheur, le malheur que nous sommes en train de vivre dans le commerce extérieur, même dans certains secteurs de la distribution, de nombreux secteurs en tout cas, nous souffrons beaucoup, et pourtant on en parle. C'est que ce que je le disais dans tous les cercles que je connais, c'est que nous sommes conscients, mais on n'arrive pas à se défaire un peu. Nous sommes conscients. Les gens, nous sommes un peu ligotés. Oui, moi je fais partie notamment, par exemple, de la Fondation algérienne de développement. Il y a de très haut niveau de responsables, des anciens ministres, des anciens experts, etc. Et nous sommes conscients, le débat est vraiment très intéressant. Et j'espère qu'on va nous écouter pour réduire tout cela. Justement, Abdelmalek Saraï, ce projet de loi, on était en train de parler de cela, inclut même, vous l'avez dit, en matière d'investissement sur le budget de l'État, une logique de modernisation. Doit-on pas aller vers ce qu'on appelle la création, vous venez de le dire, d'outils de management, de gestion, même de réalisation d'infrastructures, par exemple, publiques, avec de nouveaux modes de partenariat public-privé. On peut faire ça. Cela même a été annoncé en 2017. Avec 26 groupes publics, la quasi-majorité perd de l'argent. Arrêtez. Il faut savoir mettre un bilan. Il faut savoir dire les choses telles quelles. Il faut un management privé dans des entreprises publiques. Et le triple partenariat, les 3 P là, d'autres pays l'ont essayé. Il y a rien de ça, Mohamed. Commencez, faites un essai. Vous avez des géants à l'intérieur, comme la Sonagaz, la NAFTA, le COSIDE, etc. Pourquoi ils n'ont pas de dimension internationale, ces gens-là? Pourquoi ils n'aillent pas au-delà des frontières pour ramasser de l'argent? On prend par exemple un géant de la télécom algérienne, le public, allez, l'Algérie Télécom. L'Algérie Télécom, je ne sais pas quel est son chiffre d'affaires, je ne le retiens pas, mais il est beaucoup moins par rapport à une compagnie télécom dans le voisinage ouest, je ne vais pas citer le pays, elle pèse 3 milliards de dollars. Recettes nettes en 2021, plus de 500 millions de dollars. 75 millions de clients africains dans tous les pays qui nous entourent. Il faut se réveiller, bon sang. Il faut se réveiller. Puis il y a des propositions d'associations d'entreprises internationales de haute qualité. Et elles n'arrivent pas à s'asseoir avec des sociétés algériennes et trouver des moyens de s'associer. Et nous avons besoin de cette technologie internationale. Le monde maintenant, il est ce qu'il est. Et même dans la télécommunication, moi je suis au courant qu'il y a des offres très importantes, notamment de l'Allemagne, pour moderniser notre système de communication et de gestion même. Mais les procédures sont tellement lentes, sont très lentes. Alors, il y a nous perdons beaucoup de temps, nous perdons beaucoup d'argent. Alors, avant de terminer, il y a un avant-projet de loi de finances. Celui-ci concerne 2024, qui a été examiné lors d'une réunion du gouvernement consacrée au secteur des finances, des transports, de l'intérieur. Teloul Sellama, que proposez-vous, enfin, que propose cet avant-projet? Je vais faire mieux. Je ne vais pas parler. Je vais laisser parler les chiffres. Alors, pour détecter le futur, on recoupe les 3 derniers morceaux. Comptablement, c'est les 3 dernières années. Quand je dis recoupe les morceaux, c'est les 3 dernières années du commerce extérieur. C'est le commerce extérieur le mieux indicateur parce qu'il est directement lié à la balance des paiements. Donc, il va nous donner, grosso modo, où est-ce qu'on va. Je les ai traduits toujours en dollars. D'accord. Rien que pour vous faciliter la lecture. Pour traduire le dîner. Non, parce que quand on parle de dollars, on perçoit mieux et on sait de quoi ça parle. Ça fait mal. Regardez, je ne sais pas si je vais continuer à vous faire mal, mais je ne crois pas que je vais vous faire plus de bien que tout à l'heure. Espérons que non. Alors, regardez, en 2021, nos exportations ont égalé nos importations. On était tout juste. En fait, on était à 38 milliards de dollars. Ce qu'on achetait égal à ce qu'on exportait. Pire encore, on exportait moins d'hydrocarbures. On n'a exporté que 34 milliards et 4 milliards ont été hors hydrocarbures. En 2022, on a fait mieux. Donc, on a grimpé de 38, on a grimpé à, attendez, j'ai le chiffre ici, à 65 milliards de dollars. Boum. Boum dans les exportations. Alors là, on va revenir sur les importations. On est resté fixe. À peine
légèrement. On a augmenté de 38 milliards, on est passé à 39 et des brutus, quelque chose comme ça. Regardez, donc on a fait 170% d'exportation supplémentaire et on a fait 105% d'amélioration. Regardez le pédalage, comment a été fait. On a beaucoup accéléré sur les exportations et quasiment on a mis le frein sur les importations. On va à 2023. Les prévisions et les chiffres qui viennent d'être publiés par le gouvernement lui-même. L'exportation, elle est actuellement autour de 52 milliards de dollars. En or hydrocarbures, on a rétrogradé un tout petit peu, on est à 5 milliards de dollars, on va grosso modo, de 2021 à 2023. Hors hydrocarbures, on est autour de 6 milliards de dollars, on fait la moyenne. Et les exportations, on est autour de 52 jusqu'à 60 milliards de dollars. Bref, on arrive aux importations, 41,5 milliards de dollars. Ouais. Ça veut dire à peine, on les a augmentés de 2,5 milliards de dollars par rapport à 2021. Ouais. Alors que nous avons des excédents cumulés de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Bon, maintenant, à partir de là, pour quelqu'un qui peut-être n'est pas dans l'effet de la mécanique économique, il va se dire, oui, bon, on a bien fait, on a freiné les importations et on a amélioré les exportations. Comme un bon père de famille. Dépensez moins et vendez plus. On a bien fait. Ouais. On a fait un peu trop. C'est à peu près l'exemple que j'étais en train de vous donner tout à l'heure avant d'entrer l'émission. C'est-à-dire qu'on vous demande d'atterrir l'avion et puis vous piquez du nez et vous imaginez qu'en crachant, vous allez atterrir en douce. Ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce décalage de plus en plus aggravé entre l'importation et l'exportation a provoqué des distorsions dans les mécanismes de la distribution, de la production et de la consommation. Boum, on a des crises. Maintenant, on a des crises cycliques presque qui frappent un peu tous les secteurs. Dans le secteur agroalimentaire, les citoyens en souffrent. Dans les secteurs de l'industrie, la pièce détachée qui manque, les matières premières, et on a une déstructuration, pas une déstructuration de tout l'ensemble du tissu économique. Oui. Voilà le bilan. Donc 2024, ce que je propose au gouvernement, et j'espère qu'on aura un œil attentif là-dessus, enfin un oreille attentif en moins, il faut tenir compte de la mécanique réelle de l'économie algérienne. Il ne faut pas gérer l'économie algérienne avec de l'excès d'interventionnisme étatique, comme on le décrivait tout à l'heure, et avec des outils administratifs. Ouais. On ne gère pas l'économie avec l'administratif, ça ne marche pas. Il faut revenir au naturel. Tarek Hafed, justement, j'aimerais avoir votre avis concernant cet écart entre importation et exportation, et puis concernant aussi les axes de cet avant-projet de loi de finances 2024. Quand on bloque effectivement les importations, comme disait Dr Salama, c'est vrai que ça permet de faire des économies. Sauf que on bloque aussi l'économie parce qu'on a besoin de machines, on a besoin de machines de production, on a besoin de services, de matières premières, on a besoin de beaucoup de choses. Ce qui fait, on tire le frein à main. Maintenant, la problématique, elle est où? La façon de voir, la vision du gouvernement, c'est quoi? C'est de dire, nous maintenant, et ça le président l'a dit dans une de ses dernières interventions, en disant, le caractère social de l'État, c'est quelque chose de sacré. On n'y touche pas. D'accord. Pour assurer justement les moyens, pour avoir les moyens de se donner les moyens, on freine les importations, on va faire en sorte de maîtriser aussi certains secteurs, essentiellement dans l'agroalimentaire. On va faire en sorte de lutter aussi contre la surfacturation, c'est ce qui est en train de se faire avec des mécanismes, certains mécanismes. Et en fait, on crée une déstabilisation. Donc, à mon avis, tout est à revoir. Parce que quand on met à plat les choses, il est impossible qu'un pays comme l'Algérie n'ait pas une économie qui soit excellente, on va dire. C'est pas possible avec tous les moyens qu'on a. Les compétences, la situation géographique, absolument tout. On peut pas. Il est impossible d'être perdant. Pourtant, actuellement, c'est le cas. C'est le cas parce que la bureaucratie, je pense que c'est la plaie de ce pays, la bureaucratie. Il peut y avoir une vision pour essayer de bien faire les choses, mais c'est pris en haut, dès que ça descend, la bureaucratie est en train de... Il y a des gens dans ce pays, il y a des gens dans ce pays qui n'ont...
de combattre tous ces fléaux. La question, ce n'est pas une question de volonté. Qui représente la obstacle pour l'économie existe, algérienne. Oui. La volonté existe peut-être, mais dès que ça descend un peu, il y a des nœuds. Il y a des gens qui pensent avant tout intérêt personnel avant intérêt de la cité, qui font en sorte de maintenir ces nœuds et de rajouter d'autres nœuds. Donc, ça ne peut pas marcher. Il y a un élément qui est très important, c'est les nouvelles technologies. Il y a possibilité, et d'ailleurs l'idée avait été lancée à un moment, de dire, nous avons une catégorie de citoyens que nous devons maintenir, c'est-à-dire à un certain niveau, à travers de l'argent public, Distribution de revenus. une distribution sociale de l'argent public. Il est possible de les identifier grâce à la technologie. Les autres, ils vont se mettre au travail. En faisant en sorte aussi que les autres se mettent au travail, que la première catégorie se mette au travail. Mais mettre au travail les gens, sécuriser les catégories les plus démunies et faire en sorte de tirer l'économie vers le haut. Ouvrir. L'ouverture est devenue indispensable. Encourager, vendre le produit Algérie, c'est-à-dire vendre le produit Algérie, attirer les IDE, comme disait M. Sarai ou M. Salamat tout à l'heure, il est impensable nous avons effectivement des géants autant dans le public que dans le privé, qui restent en Algérie et qui n'ont pas la capacité d'aller vers l'international, qui n'ont pas la capacité, encore une fois, bureaucratique d'aller vers l'international, parce que les capacités en termes sur le plan financier ou alors en termes de compétences, elles existent, elles sont là. Sauf que ça bloque. Abdelmalek Sarraï, pour clore ce sujet, et on passe à la deuxième partie de l'émission. Je pense qu'il faut asseoir une fois pour toutes des vecteurs, donc avec des objectifs assignés, avec des objectifs chiffrés et des objectifs qualitatifs, moyennant des moyens humains sélectionnés, donc avec une transparence dans le cadre d'une modernité qu'on essaie de retrouver, parce que les orientations politiques sont excellentes de mon point de vue, et c'est plus bas que ça ne marche pas. Et quand on descend vers les wilayats, vers les communes, il y a des blocages extraordinaires. Ce n'est pas le haut. Il est plus facile, en tout cas pour nous, à notre niveau de réflexion, de travail, de toucher un ministre que de toucher par moment un chef d'aéra. C'est grave, ou même un président de l'APC. C'est très grave ce qui se passe dans le pays. Et il faut sanctionner les mauvais penseurs qui bloquent tout le temps, parce qu'ils se croient qu'ils ont un poste, ça leur appartient. Non. Et ils sont payés pour cela, ils sont payés pour servir. Mais il faut servir dans la modernité, il faut se moderniser, il faut changer de cap, complètement changer de cap. Et puis, il faut s'ouvrir vers l'étranger. Il ne faut pas seulement attendre à ce que le gouvernement ramène des sociétés, de grosses sociétés dans le cadre de contrats d'État à État, mais également laisser les opérateurs privés, leur donner toutes les garanties nécessaires, notamment la garantie financière, parce qu'il faut une assise financière importante pour ces sociétés privées. Qui peuvent s'associer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 97% du secteur privé national, il est malade. Il y a à peine 250 à 300 entreprises privées qui sont en très bonne santé, qui sont performantes, mais le reste souffre beaucoup de problèmes fiscaux et de problèmes de financement, de manque de crédit. Donc, le problème de management. Le management, très mal géré. Parce que c'est mal géré, parce que généralement c'était une gestion familiale, ce n'est pas une gestion moderne. Le directeur général, il appelle ses enfants, ses cousins, ses cousines, et il gère très mal. La preuve, lorsque le ministère de l'Industrie avait lancé un grand programme, avec un gros budget d'ailleurs, un programme de mise en niveau d'entreprise, nous avons essayé, on s'est aperçu que c'était impossible, parce que les sociétés privées refusaient d'ouvrir leurs portes pour nos enquêtes, parce qu'on s'apercevait que c'est sa fille qui gère, c'est son cousin, c'est son gars, et n'ont pas des compétences qu'ils ramènent selon leurs compétences. Et tout ça, ça doit changer. Il faut qu'il y ait un réveil intellectuel très, très sérieux pour qu'on puisse changer complètement la donne. Alors, parlons à présent coopération avec les travaux de la 22e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne qui a eu lieu à Alger cette semaine, avec la participation du chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, première visite diplomatique pour ce Premier ministre tunisien. Alors, l'attachement des deux parties, entre l'Algérie et la Tunisie, renforcer leurs relations bilatérales, c'est clairement illustré lors de cette session et on peut dire aussi lors des visites du président de la République, les visites échangées entre le président de la République, entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed.
Sijeloul Salama, les relations s'inscrivent-elles dans la continuité entre l'Algérie et la Tunisie? Chiffre d'abord. Le chiffre, il n'est pas très loin de 1 milliard de dollars d'échange. La balance est au profit de l'Algérie. Bon, d'ailleurs, sachant tous que la Tunisie fait face à un imbroglio économique interne, c'est devenu une spirale financière infernale pour la Tunisie. D'ailleurs, elle a des échéances en février 2024 très sévères. Oui, très sévères. On se demande comment ils vont faire. D'ailleurs, ils sont sous pression permanente du FMI et de la Banque mondiale. Ben, j'ai l'habitude de dire en arabe, si vous tombez entre les griffes du FMI, de la Banque mondiale et l'OMC, donc pour la Tunisie, je ne sais pas ce que je vais dire. Bref, pour moi, je vais parler du côté algérien, je vais me mettre dans mon costume algérien, je dirais, la Tunisie, pour nous, c'est une zone géographiquement ou géoéconomiquement très proche de l'Algérie, entre guillemets, avec un peu de réserve, mais j'aurais pu, je proposerais qu'on prendrait la Tunisie plutôt comme une zone franche ou une zone de libre-échange pour une grande expérimentation à grande échelle pour l'Algérie, pour voir si on réussit à le faire dans nos proches frontières, très, très compatibles avec nous culturellement, etc. Comme les Tunisiens, il y a une grande sympathie entre les deux populations, les gouvernements en place et tout. J'aurais aimé, je ne sais pas, c'est une réflexion, docteur Sorak, je lance ici, mon ami aussi, qu'on expérimente en vrai, en conditions réelles, une zone franche, une zone libre-échange avec la Tunisie, en tout cas pour un bon paquet de produits, pour voir si ça marche. Parce que moi, j'ai vu un peu dans la presse, avec l'arrivée du chef du gouvernement tunisien, tout ce qui a été signé, entre guillemets, je ne sais pas pour faire 36 accords la signés, critique, mais c'est des accords, excusez-moi, c'est Abdelmalek. Pour moi, j'étais un peu surpris, je supposais que ça existait depuis des lustres. On parlera des accords juste après. Alors, on a avec nous en direct... Pour la Tunisie. Ah, vous avez en direct. On a en direct un appel de la Tunisie, justement, un appel téléphonique. Nous avons avec nous en direct depuis Tunis la journaliste Iman Melliti, docteur aussi en relations internationales. Iman Melliti, bonsoir. Vous écrivez pour le magazine The Worldsmith un commentaire sur cette rencontre diplomatique et économique algéro-tunisienne. Iman Melliti. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit d'un véritable pas en avant sur la voie du partenariat entre la Tunisie et l'Algérie pour créer de nouveaux mécanismes de coopération bilatérale et raffermir davantage les liens entre les deux pays dans de nombreux domaines. Cette visite vise à renforcer les relations entre les deux pays en vue d'établir un partenariat qu'on peut dire des relations qui s'inscrivent dans la continuité, Iman Melliti aussi. Tout en mettant l'accent sur la nécessité et l'importance d'explorer de nouvelles opportunités et surtout aussi d'intensifier les échanges vous étiez en train de suivre le débat. Nous étions en train de parler des relations entre l'Algérie et la Tunisie. Comment pouvez-vous qualifier cette relation économique et commerciale entre ces deux pays? Iman Melliti. Les relations entre la Tunisie et l'Algérie sont toujours solides, fraternelles et ancrées dans l'histoire, unissant les deux peuples frères, la Tunisie et l'Algérie, qui ont depuis longtemps ces liens solides sur tous les plans et qui tiennent aujourd'hui à les renforcer économiquement. Et ce sont toujours de très bonnes relations qui entretiennent bien sûr la Tunisie avec l'Algérie, qui sont marquées par la culture, l'histoire commune. Je vais revenir vers vous pour les accords, mais je me tourne vers Tarek Hafid pour parler des relations entre l'Algérie et la Tunisie. Ça ne date pas d'hier, c'est des relations historiques, très anciennes. Évidemment. C'est-à-dire, votre commentaire c'est tellement sur cette évident rencontre, de dire que... votre commentaire sur cette dernière rencontre économique. Moi, quand on parle de la Tunisie, c'est un pays que je connais bien. Je suis aussi de la région, donc pas très loin des frontières. Donc, il y a deux économies. Il y a l'économie officielle, ce qu'on entretient donc
ce qu'entretiennent les entreprises et l'Algérie officielle avec la Tunisie officielle. Ouais. Et il y a l'économie, la véritable économie, qui est en fait une économie... Aux frontières. Ben oui, Ouais. c'est ça. En fait, c'est là où on voit le niveau d'échange, La dimension d'échange. Et c'est là où l'idée, justement, d'une zone franche... On voit le génie populaire des Tunisiens et des Algériens Oui, mais... à travers le circuit interfrontières. Oui. C'est le génie. Mais, alors, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de la contrebande entre l'Algérie et la Tunisie. Et ce qui était flagrant pendant des années, c'est que ça a toujours été à la faveur des Tunisiens. C'est systématique. Et pour une raison qui est très simple. C'est le niveau, le nombre de produits subventionnés en Algérie. Et lorsqu'on fait le calcul, ben, automatiquement... C'est le niveau de vie. Voilà. Ben, par exemple, concernant le carburant, le niveau de oui, produits subventionnés ici en Algérie, qui passe beaucoup moins maintenant, mais qui passait en grande masse du côté tunisien. Ouais. Et là, je vais vous raconter une histoire. L'agneau algérien était exporté de façon illégale vers la Tunisie et les Tunisiens les recevaient. Les seuls à lutter contre ça, c'était les gardes-frontières et les douaniers algériens, etc. Par contre, le veau en Tunisie, prisé du côté algérien, lorsqu'il y avait des contrebandiers algériens ou tunisiens qui faisaient en sorte de prendre des veaux et de les faire passer du côté algérien, les amendes et les peines de prison côté tunisien étaient maximales. C'est-à-dire pour montrer un peu l'idée de j'ai mes intérêts, je préserve mes intérêts. Et ça a souvent été au bénéfice du côté tunisien. Là, maintenant, on parle économie vraie, parce que c'est ça la véritable économie. C'est ce qui touche les gens directement, donc, entre les deux frontières. Maintenant, on essaie de mettre un cadre officiel à tout ça, donc, à travers ces accords. À quoi vont aboutir ces accords, je ne sais pas. Il faut réaménager, de mon point de vue, il faut réaménager les listes de ces accords. J'en témoigne. Alors, avant de parler des accords, je parle toujours de la Tunisie. Oui, de la Tunisie, oui. Il faudrait peut-être dire à nos chers téléspectateurs quels sont ces accords. Alors, les travaux de la session ont été couronnés, on le sait, par la signature de 26 accords bilatéraux dans les domaines de l'énergie, l'industrie, le commerce, le transport, le tourisme. Vous avez aussi l'investissement, ainsi que la culture et la numérisation, l'habitat, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle, travail, éducation nationale et protection sociale. Donc ça, c'est les domaines. Bon, je vous laisse poursuivre. Oui, je voulais dire que par mémoire, il y avait des commissions des Nations Unies auxquelles j'ai eu l'honneur de participer. Il y avait d'ailleurs 2 Tunisiens avec moi. Et nous avions proposé des conditions pour promouvoir les échanges entre l'Algérie et la Tunisie. Entre autres, nous avions dit pourquoi pas créer un club financier, donc Saving Club, où on mettrait une cagnotte dans ce club et les 2 pays, les 2 exportateurs, donc les 2 groupes d'exportateurs algériens et tunisiens, pouvaient donc s'exprimer à travers ce Saving Club sans pour autant subir les aléas de l'administration des 2 côtés. Ensuite, nous sommes arrivés à certaines conclusions que pour réussir, il faut d'abord élargir la liste des produits des 2 côtés. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les Tunisiens sont très compétents dans la petite et moyenne industrie, ils sont compétents dans l'architecture, ils sont compétents dans certains services, et à l'inverse, l'Algérie aussi a des compétences dans un grand secteur. Donc il y a des complémentarités. Donc il faut élargir, de mon point de vue, ces listes et les autoriser dans un flux plus libéral que ce qu'il est maintenant, notamment dans les zones frontalières. Il faudrait arriver à créer des zones dans le style zone franche entre les 2 pays dans les zones frontières, parce que je parle encore du génie des Tunisiens pouvoir venir acheter et les Algériens aussi qui arrivent à exporter certains produits. Donc il y a une capacité populaire des 2 côtés qui est excellente. Donc le marché est là. Il y a le génie algérien, il y a le génie des 2 côtés qu'il faut laisser s'exprimer, mais dans un cadre légal, officiel. Donc donnez-leur la liste élargie aux compétences tunisiennes et à l'Algérie et à la Tunisie. Et aux produits des 2 côtés, au service des 2 côtés, et laisser les gens travailler. C'est comme ça qu'on peut... Moi, j'avais publié, je ne sais pas si vous êtes journaliste, si vous avez éventuellement rencontré une de mes lectures, une de mes publications, la Tunisie et l'Algérie des sœurs jumelles. Ça fait longtemps que j'ai écrit ça. Les gens étaient étonnés de mes prises de position parce que je suis en faveur d'une
d'une expansion des relations entre l'Algérie et la Tunisie de manière plus forte, avec des chiffres plus élevés. Par exemple, quand il y a eu la crise du tourisme, j'avais fait campagne en faveur de la Tunisie pour dire aux Algériens, allez-y, visitez la Tunisie et dépensez de l'argent pour compenser le déficit européen. On avait fait des appels par voie de presse en solidarité avec la Tunisie. Mais je reviens à ce qu'a dit notre ami expert. Il faut que ça se fasse dans un cadre réglementaire et d'égal à égal. Parce que avec les produits subventionnés, nous perdons beaucoup d'argent. Mais si ça va se faire dans le cadre réglementaire avec des listes élargies des deux côtés, acceptées par tout le monde et libéralisées, laisser les gens travailler. Le maître mot que j'aime beaucoup, c'est un libre-échange. Voilà. Tout ce que vous venez de dire. Libéraliser les gens, laisser les gens travailler. Laisser les gens travailler. Donc, et je pense que la relation algéro-tunisienne, c'est une relation extraordinaire, c'est une relation d'avenir. Elle est d'abord historique durant la guerre de libération nationale. Personne n'oublie ce que nous avons bénéficié d'aide et les Tunisiens ont souffert pour nous, pour nous et avec nous, durant la guerre de libération. Mais ensuite, à mon avis, le niveau de développement des échanges actuels est insuffisant par rapport aux complémentarités. Parce qu'il y a des complémentarités naturelles qui existent entre les deux pays. Mais comme il en existe aussi, c'est vrai qu'elles sont un peu plus fortes, mais je pense que c'est lié aussi à la géographie. Fait que c'est pas le désert. Pays voisins. Deux pays voisins. Oui, mais je veux dire, il y a de grandes tribus des deux côtés, il y a de grandes familles qui sont des deux côtés. C'est la frontière aussi, c'est le paysage, c'est le terrain. Mais oui, comme le Niger, par exemple. Le Niger, c'est 900 km de désert, de sable. Alors, c'est pas pareil, oui. C'est pas pareil du tout. Deux choses. Je pense que la zone franche, elle est en train de s'imposer pour les Tunisiens. Elle se trouve en Algérie, mais elle ne se trouve pas aux frontières, bizarrement. Elle se trouve à l'Allemand. Le nombre de Tunisiens qui se rendent tous les jours, traversent la frontière, Tébessa, Sogaras, Tarf, et qui vont à l'Alma, c'est impressionnant. L'Alma, c'est une bonne chose. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Non, bien sûr, c'est une bonne chose. Les Tunisiens sont de grands acheteurs de choses. Alors, c'est quoi, par exemple? C'est de la vaisselle, c'est des choses comme ça. C'est des comptoirs, tout simplement, des expositions permanentes au niveau des frontières. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas aux autres d'acheter. À faire Tébessa, l'Alma, c'est pratiquement 300 km. Ils n'hésitent pas à aller loin pour acheter des biens de consommation. Mais il y a un autre problème aussi. Et ça, je considère que c'est un problème. Et là, il faut vraiment en prendre conscience. La Tunisie, c'est aussi un grand concurrent de l'Algérie. Et qui a pris beaucoup d'avance sur un marché qui est le marché voisin, qui est le marché de la Libye. Et là, je me souviens, il y a à peu près 2 ans... Non, mais les capacités ne sont pas les mêmes. Donc, même s'il y a une concurrence, vivement la concurrence pour la qualité, mais les capacités ne sont pas les mêmes. Il y a des équilibres quand même. On parlait du marché libyen. Excusez-moi. Force de frappe, ce n'est pas la même chose. Excusez-moi, je ne parle pas du tout. Les Tunisiens sont plus rapides, sont plus raffinés, mais nous, on a une machine forte, mais lourde. Mais les moyens sont extraordinaires. Si l'on revient sur l'initiative qui a été lancée il y a à peu près 2 ans par les autorités pour mettre en relation les entreprises algériennes avec des opérateurs libyens, où ça en est, si on fait le bilan, où ça en est, et si on fait le bilan de ce que les relations économiques entre des opérateurs tunisiens et libyens, on va se rendre compte qu'ils sont très très loin devant. Ouais. Et là, je dis encore une fois que ce sont des concurrents. Parce que la Libye, l'avantage de la Libye... Mais là-bas et dans notre camp, c'est à nous de revoir notre façon de travailler. C'est à nous de revoir. Je vous dis, moi j'ai fait partie d'une commission des Nations Unies. Ouais. C'est des experts, c'est un ancien ministre de l'Agriculture égyptien, un ancien ministre des Finances saoudien, moi-même, un ancien ministre de l'Industrie tunisien, un expert tunisien, un grand expert très grand de renom mondial marocain, et on a fait des propositions. On sait comment élargir les échanges entre les pays du Maghreb, l'Algérie et la Tunisie. Et malheureusement, il y a des coupures dans la mise en œuvre. Mais entre-temps, les choses ont changé. La Tunisie a changé. Évidemment, la Libye a changé. L'Algérie a très bien changé dans le bon sens. L'Algérie a agrandi ses capacités. Elle a de nouveaux produits, elle a de nouveaux services. Mais on est complémentaires.
Si on arrive à comprendre que par moment, au lieu de ramener un Italien, on ramène un Tunisien, moi je suis pour le Tunisien. C'est la même technicité, je suis pour le Tunisien. Pourquoi? Parce qu'il s'installe tout de suite, il est chez lui, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de dépenses supplémentaires, c'est rapide, etc. On l'a vécu dans certains dossiers de Naftal par le passé, dans les stations d'essence, etc. Les Tunisiens ont fait de très très bons boulots. Justement, alors, on même est dans en train de parler l'architecture. des échanges et tout, et il y a un chiffre que je me dois de mettre en avant, c'est le chiffre donné par le Premier ministre, c'est les relations, enfin les échanges ont subi une hausse de 58%. Donc, qu'est-ce qui Oui, ça ne explique se fait pas, tout est relatif. 58% en quoi? On croit. Vous allez voir que c'est de il a l'énergie. raison, il a raison, monsieur. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. On est Donc, encore dans les c'est de prix l'énergie. C'est très peu. C'est très peu. Je me souviens une fois, j'étais en mission en Tunisie parce que les Américains ne voulaient pas venir à Alger. Le ministre du Commerce m'a apostrophé et il m'a demandé est-ce que je pouvais intervenir pour avoir plus de gaz. Donc ils réclamaient un peu plus de gaz parce ils ont découvert que le gaz algérien est de meilleure qualité, beaucoup plus de meilleure qualité et moins cher. Donc il y a pas que le gaz. Donc les 58% selon vous, vous faites une lecture, c'est très peu. C'est très peu. Par rapport à un ensemble par rapport au sociologique. Le chiffre global de l'échange, il n'est pas très loin de 1 milliard de dollars. À l'ONU, vous savez, en plus du fonds financier que nous avions proposé, un fonds commun, où chaque État dépose tant de millions ou 1 milliard, quelque chose comme ça, et on laisse les opérateurs libres de puiser dessus, comme maintenant il y a le fonds islamique pour le commerce, pour le développement du commerce interarabe, qu'on n'utilise pas tellement. Les Tunisiens l'utilisent, nous on ne l'utilise pas. Pourquoi? La bureaucratie. Mais on simplement. utilise très peu de fonds. On avait par exemple Ouais. proposé des cartes d'identité. On avait même pas. proposé des cartes d'identité spéciales algéro-tunisiennes pour les opérateurs économiques. Pour que l'opérateur économique qui porte cette carte de promoteur ou d'industriel algérien ou tunisien, dans le cadre de pays, il passe tout de suite la frontière. Il n'a pas à souffrir pendant 2 heures, 3 heures, comme on l'a subi cette année, par exemple, surtout en allant par où. Donc voilà, il y a eu des propositions extraordinaires avec des gens de très haut niveau qui sont couverts par les Nations Unies depuis Addis Abeba, depuis New York, depuis Genève, depuis Vienne, puisque les consorts qui est à Vienne, le CCI est à Genève, la CEA qui avait commandité le travail pour la Tunisie et l'Algérie, il se trouve à Addis Abeba. Le travail était fait. Maintenant, qu'on ne nous invente pas encore de nouveaux accords. Les accords doivent accélérer ce qui a été préparé par le passé. Il ne faut pas jeter ce qui a été fait. Tout à l'heure, Abdelmalek parlait des accords. Moi, j'ai lu à peu près de plus près ces accords, la consistance. La plupart, c'est des accords. Moi, de mon côté, j'étais surpris en se disant, mais bon sang, ça devait exister des décennies. Donc, alors, des accords des écoles, des ministères de l'enseignement supérieur, des accords de coopération, des protocoles d'entente, mais arrêtez, c'est périmé tout ça. Moi, je suis plutôt... Si je sens les bonnes volontés des deux côtés de ce studio-là, j'irai droit vers une zone de libre-échange. Maintenant, je parle par exemple pour la coopération. Bon, je ne parle pas que des frontières terrestres, je parle aussi des frontières aériennes. Nos avions font maintenant des trajets Alger-Dubaï. La plupart du temps, ils sont à vide. S'ils font une escale en Tunisie, ils ramasseraient beaucoup plus de voyageurs, ils iraient moins vide. En allant vers l'Afrique, on peut des compagnies tunisiennes. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on parle de libre-échange. C'est ça, le libre-échange. C'est qu'eux, ils peuvent venir chez nous ramasser des clients. Nous, on doit aller chez eux ramasser des clients. Pour aller en Afrique, on n'y va pas avec trois voyageurs sur un Boeing 737. Il faut savoir utiliser toutes ces énergies-là. Et moi, je suis pour les libre-échanges. Je souhaite que nos politiques ne voient pas les frontières politiques. Ils voient les frontières géoéconomiques. Le débat, messieurs, le débat. Il faut quand même se rappeler, seulement une remarque, se rappeler que par le passé, il y a eu des problèmes très sérieux dans le cadre de la mise en œuvre de ces listes. Nos frères tunisiens avaient refusé certaines faveurs que l'Algérie devait récupérer parce qu'elles n'ont pas respecté ces listes. C'est pour ça que je reviens encore aux listes préétablies qu'il faut corriger, qu'il faut élargir des deux côtés, avec obligation de les appliquer des deux côtés. Honnêtement, docteur, moi je suis pour amarrer toute l'économie tunisienne. Juste sur cette phrase, si vous permettez, je termine la réflexion. Moi je suis pour amarrer toute l'économie tunisienne à la machine algérienne. Tout simplement parce que la Tunisie, pour nous, je sais pas, le terme en arabe, mutanafes, donc c'est un point de respiration sur nos frontières est, puisqu'on a toujours des difficultés sur le côté, nos voisins de l'ouest. Je pense qu'on a tout intérêt à faire une zone de grand libre-échange
Probablement, on prendra toute la Tunisie On comme une pourra zone de profiter du marché libre-échange tunisien pour comme les Tunisiens pourront aussi juxtaposer à profiter l'économie du algérienne marché algérien aussi. et en Oui. faire un réacteur supplémentaire à l'économie algérienne. Moi, j'ai des amis tunisiens que j'ai rencontrés à la fois. Ils savent faire, comme vous disiez tout à l'heure, dans la petite pièce, dans la très bien. PDR, dans la mécanique de précision. Ils ont un savoir-faire pointueux. Nous, on a la grosse machine. À l'algérienne, nous, on sait réagir comme les rouleaux compresseurs. Ça, on sait faire. On est mieux là-dedans. Donc, nous, on est capable d'apporter de l'industrie lourde. Et à côté de nous, on mettra ce qu'on devra mettre comme industrie légère chez nos amis tunisiens. Et là, j'insiste pour qu'on pousse nos privés algériens à aller investir voilà, en Tunisie, et les Tunisiens aussi pourront investir en Algérie. Messieurs, le débat était très enrichissant. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci d'avoir accepté mon invitation. Chers téléspectateurs, cette émission arrive à sa fin. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.